Eh bien, me voilà, je suis chez Foss, un des stands au pied de la scène Agora, et je suis contente d'être ici parce que tout le monde est fort sympathique avec moi dans ce stand. Mais c'est l'heure de vous annoncer la table ronde, en fait, le process alimentaire, le magazine au cœur de l'industrie alimentaire des éditions Hello Press propose en partenariat avec EDF le prix Energia. Nous sommes ravis de les accueillir sur la scène Agora. Et avant que Christophe Meneux, chef de rubrique pour le magazine, nous dévoile l'entreprise du Grand Ouest qui gagne le prix de cette année, Marjolaine Serroux, rédactrice en chef, nous partage une table ronde sur la thématique de la décarbonisation dans le domaine du transport. Comment s'équiper malin en faisant le choix de l'électrique? Quelles solutions et opportunités de financement sont à saisir actuellement? Voici tout un programme qui nous tiendra jusqu'à la pause déjeuner. Bonjour à toutes, bienvenue à cette table ronde. Je suis Marjolaine Serroux, rédactrice en chef du magazine Process Alimentaire, un magazine édité par Hello Press. Et j'ai le plaisir d'animer aujourd'hui cette table ronde consacrée aux nouvelles solutions et opportunités de financement pour la décarbonation du transport dans la filière agroalimentaire. Donc à l'issue de ces échanges, nous aurons le plaisir de dévoiler avec Christophe Meneux le lauréat du prix Energia 2025. Mais pour commencer, nous allons donc discuter décarbonation, Scope 3 et transport. Donc la décarbonation, on le sait, est devenu un levier clé de compétitivité. Le Scope 3 en particulier représente quasiment 80% des émissions et en particulier le transport qui aujourd'hui présente des leviers sur lesquels nous pouvons agir. Alors pas plus tard que la semaine dernière, de nouvelles annonces et de nouvelles conventions de partenariat ont été signées au Salon de l'Agriculture et notamment des annonces pour décarboner le transport. Mais alors quels sont les leviers pour accélérer sur ces sujets? Quelles sont les nouvelles opportunités de financement? Donc pour répondre à ces questions, j'ai le plaisir d'accueillir ce matin Cyril Dronet, ingénieur-chercheur d'EDF, mais également Marie Porteux de la Morandière, chef de projet environnement de l'ABEA. L'ABEA qui, je le rappelle, est l'association bretonne des entreprises agroalimentaires. Donc tous les deux ce matin, vous allez nous évoquer finalement où en est-on aujourd'hui, les nouvelles opportunités de financement. Et pour commencer, Marie, une première question. Donc finalement, pour recontextualiser et planter le décor, pourquoi décarboner le transport et finalement, où en est aujourd'hui la filière agroalimentaire ? Merci Marjolaine, bonjour à tous, merci de l'invitation. Effectivement, nous, donc l'ABEA, pour ceux qui ne nous connaissent pas, nous sommes le réseau professionnel des agroalimentaires bretons. Notre mission principale est d'animer le réseau des agroalimentaires et de les accompagner pour permettre le partage de connaissances et la montée en compétences des entreprises sur 3 thématiques principales qui sont l'emploi, la formation, l'attractivité, la performance industrielle et l'environnement. Et sur cette partie environnement, donc, on parle beaucoup de décarbonation. C'est un sujet qui est bien connu des entreprises agroalimentaires. Et donc, nous avons, l'année dernière, fait une enquête qui s'appelle l'enquête décarbonation 2024 pour pouvoir construire et aider les entreprises à avoir des chiffres consolidés sur les IAA et sur la Bretagne, puisque aujourd'hui les chiffres de la décarbonation sont très souvent simplement nationaux et englobent toutes les industries, que ce soit l'agroalimentaire, la métallurgie ou la chimie par exemple. Et donc voilà, donc nous avons sorti cette dont les résultats ont été dévoilés en avant-première hier matin. Oui, hier matin avec ma collègue Clotilde Argentré lors de la conférence de l'usine agro du futur. Donc moi je vais vous dévoiler d'autres chiffres, bien sûr, et notamment ceux du transport. Cette enquête, sans trop d'étonnement, nous a montré que le Scope 3 était le poste d'émission le plus important, avec plus de 90% des émissions des entreprises agroalimentaires qui provenaient du Scope 3. Pour rappel, le Scope 3, c'est toutes les émissions qui sont indirectes à l'entreprise agroalimentaire. Donc ce sont l'apport en matières premières, le transport, les emballages, etc. Et donc, la logistique et le transport de marchandises étaient en 3e position sur l'importance des émissions de gaz à effet de serre pour les entreprises agroalimentaires, avec 3,6% de toutes les émissions d'une entreprise. Un chiffre qui peut paraître mineur, oui. Mais
malgré tout, il y a des opportunités et puis des choses, des freins et des leviers sur lesquels actionner. Oui, tout à fait. Tout à fait. Et à la BEA, on a décidé de se pencher de manière plus importante sur le transport routier, puisque en fait, le transport routier est le mode de transport le plus utilisé en Bretagne par les entreprises agroalimentaires, avec plus de 92% des modes de transport utilisés qui sont sur de routiers, donc camions, pour les camions. Voilà. Effectivement, on parle de transport routier. Alors Cyril, avec votre casquette, vous allez un peu aussi revenir sur la réglementation européenne parce que justement, ça s'accélère aussi à ce niveau-là. Pouvez-vous nous en dire plus ? Merci Marjolaine, bonjour à tous. Alors tout à fait, tout secteur confondu, le secteur du transport intérieur représente en Europe et en France de l'ordre de 30% des émissions de gaz à effet de serre. Et l'Europe est très active sur ce sujet. En 2024, 2 réglementations ont été publiées. La première que je vais vous présenter porte sur la réglementation des émissions CO2 sur les véhicules lourds, dont les poids lourds. En 2025, la vente d'un camion neuf doit émettre de l'ordre de 15% de moins de CO2 par rapport à un camion neuf 2019. Et ça va s'accélérer dans les années puisque le prochain jalon sera 2030. Initialement, la réglementation ciblait moins 30% et le texte qui a été adopté au Parlement européen a retenu la valeur de moins 45%. Donc ça va aller très très vite sur les diminutions de CO2. Et ensuite, il y aura deux autres jalons. Un jalon en 2035 avec moins 65% et enfin, le dernier jalon, moins 90% en 2040. En complément à cette réglementation, également en 2024, a été publiée la norme Euro 7 qui concerne et les véhicules légers et les poids lourds. Donc pour les véhicules lourds, la cible c'est 2027. La norme Euro 7 sera mise en œuvre en 2027. Et 2 éléments sont à retenir sur cette norme. La première, c'est qu'elle va être beaucoup plus contraignante sur les émissions de polluants. Elle va également intégrer des nouveaux polluants pour lesquels des systèmes de filtration devront être mis en place. Et le deuxième élément à retenir sur la norme Euro 7, c'est des éléments en lien avec la durabilité du véhicule. Il y aura maintenant des exigences, aussi bien en termes de kilométrage, de durée de vie, pour le véhicule. Donc l'ensemble de ces éléments font que le prix d'un camion thermique à compter de 2027, donc norme Euro 7, sera beaucoup plus coûteux. Et donc l'intérêt, l'objectif vu de l'Union européenne, c'est de plutôt s'orienter vers d'autres solutions. Troisième élément, c'est le nouveau SEQE, nouveau système d'échange de quotas d'émissions, dit ETS2 en anglais, qui lui va dès 2027 également avoir un impact sur le bâtiment, sur le secteur du bâtiment, mais aussi sur le secteur du transport, avec, à dire d'experts, une augmentation du prix du diesel de l'ordre de 13 centimes au litre. Et enfin, plus proche de nous, on peut évoquer la loi de finances 2024 qui normalement acte la fin de la TICPE, de l'aide sur la TICPE pour les transporteurs à l'horizon 2030, pour être complet. Effectivement, donc un beau panorama, on voit que ça s'accélère. Et la question se pose, en fait, finalement, quels sont ces leviers pour accélérer la décarbonation du transport ? Alors au sein de la BEA, on a identifié plusieurs leviers. Tout d'abord, peut-être, il faut dire sur le transport, on a identifié lors de notre enquête que toutes les entreprises agroalimentaires sous-traitaient une partie de leur transport. Donc c'était très important. Ça, c'est un premier levier et je pense qu'il est assez transverse sur tous les autres leviers. C'est l'importance de la collaboration entre les différents acteurs du transport, que ce soit les entreprises agroalimentaires, donc chargeurs, les transporteurs, entreprises de transport, et bien sûr les clients, donc que ce soit les distributeurs ou autres magasins qui pourraient vendre les produits des entreprises agroalimentaires. Sachez que d'ailleurs 57% des entreprises agroalimentaires bretonnes sous-traitent la totalité de leur transport, donc c'est vraiment un sujet très important et qui aujourd'hui on le voit et on l'observe et fait, mais on pourrait encore investir sur ce côté de collaboration et ce dialogue entre les différents acteurs. Ensuite, on a 3 leviers qui sont vraiment très... Alors nous, on a décidé d'orienter vraiment sur le transport routier, donc là je vais vous donner des leviers sur de décarbonation du transport routier. Après, il y aura d'autres leviers, on en reparlera. Mais donc ces 3 leviers sont d'abord l'optimisation du chargement des camions.
Donc essayer d'avoir des camions plus complets sur nos routes. La mutualisation du transport pour pouvoir justement aider à cette optimisation du chargement. Et enfin, la recherche de solutions alternatives aux carburants fossiles, que ce soit les biocarburants, le gaz vert ou encore l'électricité. On a pas mal d'exemples sur la Bretagne déjà, comme par exemple pour la mutualisation, par exemple, on a le GIE de la Pointe de Bretagne, des chargeurs de la Pointe de Bretagne, qui permettent en fait, c'est plusieurs entreprises agroalimentaires qui collaborent pour pouvoir transporter leurs marchandises ensemble et pour avoir des camions plus complets. Mais il y a encore beaucoup d'exemples qui sont faits en Bretagne à plus petite échelle, avec 1 ou 2 entreprises agroalimentaires, un transporteur et plusieurs distributeurs. Voilà. Et après, il y a aussi d'autres leviers, bien évidemment, qui sont plus simples, comme la formation à l'éco-conduite. Ça, c'est assez important. Il y a eu des résultats qui étaient assez probants. Plusieurs entreprises nous ont dit qu'elles ont économisé entre 3 et 5% de carburant à l'année, ce qui n'est pas du tout négligeable. Et enfin, il y a aussi le report modal, donc qui est en fait le transfert d'un mode de transport vers un autre, par exemple le routier vers le ferroviaire ou vers le maritime. Voilà. Effectivement, comme vous l'avez dit, Marie, on a quelques exemples. Donc en Bretagne, à l'échelle plus nationale aussi, on a une transition des entreprises qui passent, comme vous l'évoquiez, la transition des biocarburants vers l'électrification. On a par exemple Prospérité Fermière Ingrédia, qui a été d'abord plutôt parti dans une transition énergétique de ces camions vers l'utilisation du biocarburant baissant et avant en fait de décarboner en devenant l'un des premiers industriels laitiers à effectuer ces livraisons en camions électriques. On a également PepsiCo qui a annoncé ses engagements en début d'année dans le cadre de sa transition vers le développement durable en partenariat avec GXO qui a ses premiers camions électriques. Donc justement, Marie, ça m'amène d'autres questions. C'est en interrogeant les adhérents, on a parlé justement de tous ces leviers, mais quels freins aussi vous avez pu observer, constater? Alors, le premier frein, effectivement, c'est très relié au premier levier dont je vous parlais, donc qui est la collaboration entre les différents acteurs. C'est vrai que, étant donné que ce sont des entreprises qui ont des missions différentes et des stratégies économiques différentes, il est très très dur de pouvoir trouver des compromis ou des ententes qui fassent que tous les acteurs soient gagnants à certaines échelles. Donc ça, c'est un premier frein, étant donné en plus le fait que la mutualisation, l'optimisation du chargement, a pour mission de décarboner, mais il faut quand même garder en tête que toute entreprise a aussi pour mission de rester pérenne et donc de garder une certaine compétitivité vis-à-vis de la filière et vis-à-vis, à l'échelle régionale comme à l'échelle nationale. Ensuite, un deuxième frein qui est qu'on a souvent entendu, c'était l'enjeu économique et financier de ces transitions. Souvent, l'investissement pour changer de carburant, changer de flotte de camions, il y a besoin de beaucoup d'investissements. Aujourd'hui, les industries agroalimentaires ont plus de difficultés à investir sur ce type de transition. Et enfin, il y a les possibilités, il y a des freins techniques et d'organisation de ces nouveaux modèles de transition écologique sur le transport. On a eu beaucoup de questionnements, notamment sur les biocarburants, sur la source, qui est-ce qui portait la source des biocarburants, qui était responsable, est-ce qu'il y avait des moyens de recharge, que ce soit pour les biocarburants, que ce soit pour l'électrique, sur tout le territoire. Voilà. Des sujets sur lesquels on reviendra avec Cyril derrière, où il y a des opportunités et des moyens aussi de se faire aider et d'avoir des aides financières. Et justement, avant de passer sur ces aides financières, on a évoqué le report modal. Le report modal est justement vers le fret ferroviaire. Est-ce qu'on peut revenir sur l'état des lieux finalement en Bretagne? Où en est-on réellement? Alors en Bretagne, on est assez en retard par rapport à l'échelle nationale. Sachez que le report modal à l'échelle nationale, la partie du transport de marchandises à l'échelle nationale, c'est 10% par fret ferroviaire. En Bretagne, on n'est qu'à 1%. Alors tout ça, c'est
Bien sûr, parce qu'on a moins de lignes de train et elles sont moins bien entretenues. La configuration aussi du territoire. Exactement. Mais ça n'empêche pas que certaines entreprises utilisent les trains pour transporter leurs marchandises, notamment en approvisionnement, donc pour s'approvisionner en matières premières. Il existe beaucoup d'entreprises qui utilisent ce moyen de transport pour le faire, notamment des Pays de la Loire vers la Bretagne. Il y a pas mal de lignes qui sont très bien faites. Voilà. Et peut-être on peut rappeler qu'il y a aussi des investissements qui sont faits pour améliorer aussi ces lignes et les restaurer. Il y a aussi ce côté-là. Oui, tout à fait. Il y a des stratégies mises en place et des travaux pour justement essayer d'augmenter la part de transport en fret ferroviaire sur la Bretagne. Après, ça reste encore très difficile puisque les investissements, là on revient sur la problématique économique, puisque ce sont des investissements très lourds et en plus organisationnels, puisqu'il faudra changer un peu les modèles. Voilà. Merci Marie. Et effectivement, on a la vision Bretagne. On a également la vision nationale. Pas plus tard que la semaine dernière, donc Intercéréales et la SNCF ont annoncé un partenariat, justement, donc une convention de partenariat de 5 ans pour pérenniser et accroître en fait la part du fret ferroviaire dans le transport des céréales. Donc aujourd'hui, par exemple, 17% des céréales sont transportées par voie ferroviaire en France. Donc l'objectif, c'est d'aller plus loin. Donc voilà. Donc ça, c'est une vision plus macro et plus nationale. Et justement, donc on parle d'économie, c'est un mot qui revient souvent, performance économique. Et peut-être pour conclure sur ces leviers, Marie, finalement, qu'est-ce qu'on doit retenir de ces freins et leviers? Qu'est-ce que le point clé finalement? Le point clé, c'est que aujourd'hui, nos entreprises agroalimentaires ont passé le stade de la sensibilisation sur la décarbonation. Maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est vraiment un travail de collaboration entre les différents acteurs pour trouver des solutions qui soient concrètes, pérennes, peut-être commencer des expérimentations et puis continuer les travaux qui sont déjà en place de mutualisation et d'optimisation. Et puis après, rester peut-être aussi très attentif sur les innovations et sur les infrastructures qui seront peut-être mises en place en Bretagne pour pouvoir très vite rebondir sur ces innovations et décarboner le transport de marchandises tout en restant compétitif vis-à-vis des autres régions de la France et voire de l'Europe. Il y a un mot-clé expérimentation. On va avoir l'occasion d'en parler tout de suite avec Cyril. Parce qu'effectivement, on parle de financement, de compétitivité et de moyens de financement. Mais aujourd'hui, il y a de nouvelles opportunités qui se dessinent. En fait, donc Cyril Drenet, vous êtes ingénieur-chercheur à EDF et vous avez aussi un rôle important de contributeur pour les certificats d'économie d'énergie, donc les célèbres C2E, que nous connaissons tous. Ce dispositif, je le rappelle, et je parle attention sous l'œil d'un expert, a vocation de permettre aux fournisseurs d'énergie d'inciter l'achat d'équipements énergétiquement performants, donc via le versement d'une aide financière. Je vérifie que je ne dis pas de bêtises. Et de nouvelles fiches, justement, ont été révisées ou publiées cette année et en fin d'année dernière. Donc Cyril, on va peut-être dresser ensemble un panorama des fiches qui peuvent justement vous intéresser et peut-être vous aider à passer un cap ou au contraire démarrer ou aller plus loin dans votre démarche. On va commencer par les poids lourds. Finalement, donc c'est une nouvelle fiche qui a été publiée. Et quelles sont les nouveautés à mentionner? Sur les poids lourds, tout d'abord, on peut évoquer 2 nouveautés. La première, c'est que jusqu'à fin 2024, il existait des appels à projets. Et ces appels à projets, c'était du stop and start. Un appel à projet en 2023 avec une fenêtre de tir très courte pour postuler. Ensuite, en tant que transporteur, si vous souhaitiez aller au-delà de la démarche et bénéficier de primes en lien avec l'AAP, ça nécessitait d'attendre un certain délai, jusqu'à 1 an. Entre l'AAP 2023 et 2024, il y a eu plus de 12 mois et l'AAP 2024 a été même intégré à un programme C2E. Donc on a travaillé en parallèle à la construction d'une fiche C2E. Pourquoi? Tout d'abord pour apporter de la visibilité. Un transporteur qui s'engage dans l'électrification, ce n'est pas qu'une simple expérimentation. Il va partir sur du temps long. En plus, en général, vous allez renouveler l'intégralité de votre flotte. Donc l'intérêt d'une fiche C2E, c'est qu'une fiche, elle va être révisée au terme des 5 ans. Et au bout des 5 ans, elle est révisée. C'est pas qu'elle est abrogée. Donc déjà, c'est la première bonne nouvelle. La deuxième bonne nouvelle, c'est la simplicité de l'opération. Quand vous êtes sur un appel à projet, c'est bien d'avoir un stagiaire pour monter le projet. Ou de passer par des cabinets d'études, puisque ça peut être plus ou moins complexe.
Dans le cas, par exemple, du dernier programme e-Trans, vous devez, après l'acquisition du camion, sur les 2 exercices suivants, produire un rapport. Si vous écartez dans ce rapport par rapport aux prédictions, vous pouvez être amené à rembourser l'intégralité de votre prime. C'est un frein pour l'électrification, pour les transporteurs. Dans le cas de l'achat d'un camion électrique, via la fiche C2E, vous achetez le camion en achat ou en location, vous avez la preuve avec l'achat, vous avez le certificat d'immatriculation, c'est bon, vous pouvez mettre en place une opération C2E. Donc l'opération C2E, la fiche standardisée, elle apporte vraiment de la visibilité donc, et de la simplicité pour les transporteurs. Donc la nouvelle fiche sur les poids lourds, elle va intégrer et les véhicules utilitaires lourds, les tracteurs routiers et les porteurs routiers également. Donc c'est très intéressant. Mais vous allez me dire, très bien, et qu'est-ce qui va se passer pour l'avitaillement? Puisque j'achète un camion qui est plus cher, j'ai des primes, je vais moins consommer, moi je vais avoir des coûts moindres puisque je serai en électrique par rapport du thermique, mais néanmoins il me reste la brique avitaillement. Donc sur la brique avitaillement, je vous invite également via les C2E, ce n'est pas une fiche, c'est un programme C2E, c'est le programme Advenir qui, avec la mise en place de la fiche transport des véhicules routiers, autorise maintenant à financer en partie l'achat de bornes en dépôt pour l'achat de vos camions électriques. Donc la fiche est assez complète. Complètement. Et on a un autre sujet également, celui des véhicules légers et des véhicules utilitaires légers. Finalement, qu'est-ce qui peut être intéressant à retenir pour le secteur agroalimentaire? Alors, tout d'abord, on est sur une révision de fiche et préalablement, cette fiche couvrait uniquement les véhicules particuliers. Donc pour vos activités, véhicules de flotte, parfait, mais par contre pour la partie utilitaire, ce n'était pas ouvert. Autre élément, la fiche de calcul associée amenait à des valorisations très faibles. Donc on a retravaillé l'intégrité de la fiche, aussi bien au périmètre, c'est-à-dire que cette nouvelle fiche révisée couvre et les véhicules particuliers, un véhicule passager, mais aussi le véhicule utilitaire léger. Donc déjà, on élargit le scope et l'intégralité des véhicules électriques seront éligibles, quelle que soit la carrosserie. C'est-à-dire que si vous êtes sur un véhicule nu, carrossé, avec une caisse, etc., à partir du moment où il est en catégorie N1, il sera éligible et vous pourrez bénéficier de la fiche C2E, qui est aussi simple à mettre en œuvre que la fiche poids lourd. Ce qu'on a veillé avant tout, c'est que les fiches soient très simples à mettre en œuvre pour accélérer l'électrification. Une autre question par rapport au report modal. Donc on a évoqué le passé finalement du routier au ferroviaire. Donc la 3e version de la fiche ferroviaire a été publiée. Quelles sont finalement qu'est-ce qui change, les principales nouveautés? Alors je vais revenir juste 2 secondes sur ce que j'ai pu dire jusqu'à maintenant. Les C2E en nouvelle version 2025 sont éligibles bien entendu pour du neuf, et pour l'achat, mais aussi via de la location. Et suivant les matériels, vous vous engagez sur des contrats plus ou moins longs. Un VUL, ça sera 2 ans, un poids lourd sera 5 ans. Voilà, fin de la parenthèse. Sur le fret ferroviaire, on est aujourd'hui en 2025 à la 3e version. La première version rendait éligibles uniquement les flux existants de marchandises. Donc c'était un peu compliqué à comprendre, puisqu'en fait, ça veut dire qu'un nouveau flux ne pouvait pas prétendre au C2E. Donc on a révisé l'année dernière la fiche pour ouvrir au nouveau flux. La fiche TRAS 116 pour le fret ferroviaire. Et la nouveauté 2025, on ne va pas ouvrir le capot, mais on est passé de l'énergie primaire à l'énergie finale intégrale. Ça aurait dû avoir un impact en termes d'augmentation des volumes C2E associés, donc des primes associées. Et il se trouve que sur cette fiche, le mode de calcul initial a amené à une diminution de 4%. Alors je vous rassure, on est très vigilant, on a alerté le ministère et les travaux sont en cours et on espère d'ici l'été pouvoir rectifier le tir, et à dire d'experts, on s'attend plutôt à une valorisation à plus 20%. Donc une modification potentielle à venir d'ici fin d'année en fait. Si tout va bien, on aura même la modification avec publication à l'arrêté de mi-année, donc courant juillet-août. Très bien, affaire à suivre donc. Une autre fiche qui peut être intéressante, c'est le fret fluvial. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus à ce sujet ? Alors, la fiche fret fluvial, c'est l'équivalent de la fiche fret ferroviaire sur laquelle on a gommé les quelques complexités de départ, c'est-à-dire qu'elle est directement ouverte au nouveau flux et au flux existant. Elle est un petit peu plus simple à mettre en œuvre puisque, bien entendu, par rapport au ferré, on travaille sur des bassins, donc on va uniquement avoir un forfait qui va être fonction et du bassin utilisé et également par rapport au type de bateau utilisé. Et on ne va pas prendre en compte le type de marchandises transportées. Dans le cadre des C2E ferroviaires, il
y a des coefficients qui sont intégrés. Alors, bonne nouvelle, hein, tout ce qui va être matière première et matière transformée pour l'industrie agroalimentaire, vous bénéficiez du coefficient le plus élevé sur le ferroviaire. Très intéressant. Un autre point également, donc on a parlé du fret fluvial, du fret ferroviaire, et aussi on va parler d'un autre moyen de financement aussi qui peut intéresser les personnes qui nous regardent, donc il y a le report modal. Et justement, en quoi cette fiche est intéressante? Pouvez-vous nous réexpliquer un petit peu en quoi elle consiste? Alors, comme l'évoquait Marie, avec le scope 3, on peut avoir du report modal, et ce qui peut être intéressant, c'est de décarboner l'intégralité du report modal. Le pré-acheminement, vous avez la remorque sur le camion, le post-acheminement, vous avez également la remorque sur le camion. Vous utilisez par exemple un camion électrique, c'est parfait. Et entre les deux, comment ça se passe? Vous allez utiliser soit la voie d'eau, soit le mode ferré, très bien. Mais dessus, sur ce wagon, par exemple, vous allez mettre une caisse. Et l'intérêt des C2E, c'est de vous financer en partie cette caisse mobile. Donc un certain nombre d'acteurs utilisent cette fiche qui est très très bien valorisée et qui permet également à ce qu'on appelle, alors c'est un peu technique, mais des remorques préhensibles par pince. On peut lever la remorque pour la mettre sur le wagon, d'être éligible. Et la très bonne nouvelle, c'est que la fiche aujourd'hui n'est pas valorisée par rapport au nombre de kilomètres que vous avez à faire entre vos usines, mais uniquement au nombre de voyages. Donc si vous êtes très performant sur un semestre, vous pouvez quasiment avoir la remorque intégralement financée. Un point clé du coup à retenir et qui peut être assez pertinent. Et un autre moyen, ça va être le programme Remove. Donc en fait, est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ce programme, en quoi il consiste et finalement quels sont les potentiels leviers? Alors les C2E, il y a 3 façons d'en faire, hein. C'est les fiches, les catalogues de fiches. J'ai évoqué un grand nombre de fiches transport. On va avoir des opérations spécifiques, mais ce n'est pas l'objet de la table ronde d'aujourd'hui. Et le troisième volet, ce sont les programmes. Et donc il y a un programme C2E qui s'appelle le programme Remove, qui a été lancé en 2023, qui est porté par l'ADEME, qui est le porteur technique, et qui en fait comporte deux actions. Donc Remove, report modal et verdissement des flottes. Donc on va avoir d'un côté RIMO. Donc RIMO, l'intérêt, c'est d'accélérer le développement du report modal vers du massifié. Comment? Avec de la formation, de la sensibilisation, également des engagements volontaires. Et suite à cet engagement volontaire auprès de l'ADEME, de pouvoir être accompagné techniquement, mais aussi avec de la méthodologie. Et le deuxième pendant, Remove, donc il y a le Move, verdissement des flottes. Et sur ce verdissement des flottes, l'intérêt, c'est d'améliorer l'efficacité énergétique à la fois des flottes utilisées, qu'elles soient fluviales, ferroviaires, routières, mais également sur les ports, tous les matériels de manutention. Donc on a les équivalents avec de la formation, de l'information, des engagements sur un catalogue d'actions et ensuite un accompagnement technique de la part des collaborateurs de l'ADEME et d'autres acteurs associés. Et en fait, en ce moment, vous m'expliquez, c'est qu'il y a une enquête qui est faite pour voir si un appel à projet va être ouvert courant fin d'année ou début d'année prochaine en fait. Alors tout à fait, le programme Remove, c'est 38 millions d'euros et sur ces 38 millions, il y a déjà eu un appel à projet pour financer des expérimentations équivalentes à ce qu'on a évoqué juste auparavant sur le fret fluvial et le fret ferroviaire. Donc l'intérêt pour les chargeurs, c'est d'expérimenter, de tester. C'est pris en charge partiellement, mais le partiellement est à prendre avec modération. Mais la valorisation est néanmoins supérieure à la fiche C2E. Et l'intérêt, c'est d'expérimenter. Et si le chargeur est intéressé d'aller au-delà, et bien entendu, il basculera sur la fiche TRAS 116 ou 117, fret ferroviaire ou fret fluvial. Donc il y a eu un premier appel à projet. L'un programme a une durée de vie. Il a été ouvert il y a maintenant 3 ans. Il est censé se clore au 31 décembre 2025. Mais pourquoi on en parle aujourd'hui? Parce qu'au moment où on se parle, l'ADEME s'interroge à prolonger au-delà du 31 décembre 2025 ce programme. L'ensemble des acteurs et des financeurs, EDF est le premier financeur, ils sont favorables. Et l'intérêt, c'est que si on le prolonge, on aura un second appel à projet avec un budget de l'ordre de 6 à 8 millions d'euros. Donc un programme intéressant à suivre. Quand saurons-nous à peu près les résultats de l'enquête? Comment le programme va être prolongé pour un peu de visibilité? On imagine avoir les retours, on est mars, courant avril, et ensuite c'est le ministère qui doit décider, mais on aura les résultats, les annonces d'ici l'été. D'ici l'été, à avoir donc, ces opportunités qui peuvent se révéler et puis être
particulièrement intéressante. Vous disiez l'enveloppe à peu près 8 millions, c'est ça Alors tout à fait. Alors, il faut savoir que la DGEC souhaite réduire le nombre de programmes C2E. Donc ça, on pourrait le voir comme une mauvaise nouvelle. Mais bonne nouvelle, il y a un certain nombre de programmes transport qui s'éteignent. Donc c'est aussi un argument pour que le programme Remove, qui est très vaste, hein, puisqu'il couvre et le fluvial, le ferroviaire, mais aussi le maritime avec le cabotage, puisse être prolongé au-delà de 2025. On est assez confiant. Très bien. Donc on vous réinterrogera à l'été pour en savoir plus. Et pour m'interroger, n'hésitez pas à venir au hall 2 au stand B31 pour échanger avec les équipes commerciales et moi-même. Très bien, Cyril. Et puis, si on résume avant de conclure cette partie-là, donc on a la nouvelle fiche poids lourd, la fiche des véhicules légers, également la fiche ferroviaire avec la modification et l'arrêté qui pourra venir, on va dire, au milieu d'année à peu près, vous aviez dit. Également le fret fluvial avec cette nouvelle fiche et ses annonces intéressantes, le report modal et le programme Remove dont on parlait à l'instant. Donc effectivement, un bon panel de solutions et d'opportunités à saisir. Il va être temps de conclure cette table ronde et puis de bientôt dévoiler le lauréat du prix Energia et peut-être l'interroger aussi sur ses avancées en termes de décarbonation du transport. Donc je voulais vous remercier Marie et Cyril pour ces échanges fructueux. J'espère que voilà, vous avez pu éclairer, donner des informations clés qui ont pu éclairer nos spectateurs du jour sur ce sujet. Je vais vous laisser regagner vos places et puis n'hésitez pas après à les interroger à l'issue de la conférence. Merci à vous. Beaucoup. Merci Marjolaine. Il va être temps donc à présent de remettre le prix Energia. Pour cela, j'appelle Christophe Meneux, chef de rubrique procédés du magazine, à me rejoindre en scène. Bonjour, merci Marjolaine. Bonjour à tous, bonjour à toutes. J'ai le plaisir d'introduire cette remise de trophée Energia 12e édition 2025. Donc pour rappel, Energia, c'est un concours qui récompense, d'abord qui met en avant les démarches de décarbonation des entreprises et qui en récompense une. Voilà, c'est la loi du concours. Et sans plus attendre, je vous propose de vous dévoiler les finalistes de cette 12e édition. Alors, nous avons la société Bayer, qui est située à Sceaux-sur-Huisne, dans la Sarthe, qui élabore des produits industriels à base de viande, et la coopérative Isigny-Sainte-Mère, située en Normandie. Le site de Chef Dupont, voilà, je précise. Et pour nous dévoiler le lauréat de cette année, j'invite Hervé Blanchet à me rejoindre sur scène. Hervé Blanchet qui est directeur vente EDF Commerce Ouest. Bonjour à toutes et tous. Bonjour Hervé. Avant de nous dévoiler le lauréat de cette année, j'ai deux questions pour vous. Donc vous êtes le partenaire historique d'Energia. Et du coup, que représente pour vous ce concours Energia pour votre société EDF ? Alors pour EDF, c'est un prix qui est important. On est là depuis le départ, depuis la première année de ces 12 années, sans interruption. Alors l'histoire a commencé tout d'abord par l'efficacité énergétique. On a commencé effectivement à soutenir ce prix au tout départ par des actions exemplaires en matière d'efficacité énergétique. Et puis, il y a 2 ans, le prix a pris un virage, le virage de la décarbonation. Très d'actualité, évidemment, et donc c'est en ce sens que ce prix prend effectivement du corps, parce que compte tenu des enjeux actuels, eh bien, ce prix vient récompenser une entreprise exemplaire du territoire du Grand Ouest en matière de décarbonation et de performance énergétique. Alors pour EDF, c'est important parce que ça correspond parfaitement à notre raison d'être, et puis aussi à notre ambition d'accompagner le plus possible les entreprises du Grand Ouest de l'agroalimentaire. Et je dirais que ces entreprises de l'agroalimentaire, elles œuvrent déjà parfaitement bien, puisqu'elles sont très dynamiques en la matière. Et effectivement, on a plaisir à les voir évoluer. Et du coup, Hervé, comment EDF accompagne les entreprises agroalimentaires concrètement ?
Alors nous les accompagnons au travers d'un réseau d'experts. On a un réseau d'experts sur tout l'Ouest, Bretagne, Pays de la Loire, Normandie, spécialisés dans l'efficacité énergétique et la décarbonation. On accompagne des entreprises de l'agroalimentaire de toute taille. Donc ça veut dire des entreprises les plus petites jusqu'aux plus grandes, et il y en a effectivement un certain nombre dans l'Ouest. On les accompagne évidemment en matière de décarbonation, en identifiant des projets, en les caractérisant et en apportant des solutions techniques et financières. On va aussi jusqu'à la recherche de subventions qui peuvent être européennes, nationales ou régionales. Ça fait vraiment partie de notre accompagnement. Et puis enfin, alors c'est un peu plus récent, mais en tout cas c'est un positionnement fort d'EDF, c'est la décarbonation via l'électrification. Alors en France, on a la chance d'avoir une électricité qui est très faiblement carbonée. Et 2024 d'ailleurs, on a eu le record de contenu carbone sur l'électricité. Elle est abondante désormais, ça n'a pas toujours été le cas, mais en tout cas elle est abondante et puis compétitive. Voilà, c'est la raison pour laquelle ce vecteur de décarbonation via l'électrification est très important, et nous accompagnons les entreprises industrielles à la fois sur leurs utilités industrielles pour les aider encore une fois à faire de l'efficacité énergétique. C'est pas quelque chose qu'il faut perdre, mais aussi viser la décarbonation sur les utilités industrielles, comme je le dis. Également les process, on a des exemples. Par exemple sur les fours industriels, on commence à travailler sur des têtes de série, des expérimentations, mais également sur des utilités un peu plus courantes. Et puis enfin sur la mobilité, donc ça rejoint le sujet qui était présenté juste avant. Très bien, merci Hervé. Et sans plus attendre, je vous propose de nous dévoiler le lauréat de Energia 2025. L'enveloppe est juste là. L'enveloppe est là, merci bien. Je me mets à côté de vous. Alors, le lauréat du prix Energia 2025 est Isigny Sainte-Mère. Bravo. Il y a des personnes d'Isigny qui sont là. Je vous invite à nous rejoindre sur scène. Donc félicitations à Isigny Sainte-Mère, le site de Chef Dupont, qui est le lauréat Energia 2025. Donc on va se mettre par là. Donc Arnaud Beaufils, qui est directeur technique d'Isigny Sainte-Mère, qui est accompagné de Marco Pinero, qui est responsable maintenance sur le site de Chef Dupont. Alors, on a envie d'en savoir un peu plus. Donc, est-ce que vous pouvez nous présenter... Ouais, le micro est juste là. Est-ce que vous pouvez nous présenter votre coopérative en quelques mots? Okay. Tout d'abord, bonjour, et puis bonjour à toutes et tous. Merci à Process Alimentaire pour l'organisation de cet événement. Merci pour le trophée, parce qu'il permet, on va dire, de valoriser le travail qui est effectué par les équipes et par la coopérative, et ça nous engage encore plus dans notre démarche de décarbonation. Donc la coopérative, elle est bien entendu située en Normandie. C'est le rapprochement de deux coopératives laitières en 1980, donc le site historique de Chef Dupont qui date de 1909, et avec la coopérative d'Isigny qui date de 1932. Donc nous on est situé entre terre et mer, en plein cœur du parc naturel régional des Marais du Cotentin et du Bessin. Donc on se doit de préserver bien entendu ce secteur, on va dire on est dans un secteur exceptionnel, avec un bocage et un terroir vraiment particulier. Donc notre coopérative, c'est à peu près 600 millions d'euros de chiffre d'affaires, 1200 collaborateurs qui sont répartis sur les deux sites. On a deux activités principales, à la fois la transformation de produits frais et la transformation aussi de poudre de lait. Donc on va dire nous sommes 380, il y a 380 fermes qui représentent la coopérative, et ces 380 fermes nous produisent 270 millions de litres de lait par an que nous transformons.
Donc les différents produits, le beurre, la crème, donc avec l'AOP d'Isigny, fromage, bien entendu, pâte pressée, pâte molle. Donc le site de Chef Dupont fabrique du fromage à pâte pressée, fromage frais. Fromage à pâte pressée, le plus connu est la Mimolette, qui en 2023 a obtenu une reconnaissance de meilleur fromage du monde au salon international de Lyon. Donc c'est aussi une double valorisation au travers de ce prix, parce que pour les employés du site, c'est encore un gap supplémentaire. Donc voilà, sur la coopérative, de ce que je vous dire, ou si vous voulez. Parfait, très bien. Merci pour ces précisions. Et, on va se focaliser un petit peu sur le site de Chef Dupont, donc, qui est le lauréat de cette année, qu'on voit ici en une belle vue aérienne. Du coup, voilà, c'est le site historique, vous l'avez dit. Et, est-ce que vous pouvez nous partager les projets que vous avez réalisés justement sur la partie décarbonation? Donc le projet sur Chef Dupont, c'est de décarboner à hauteur de 50% notre consommation et nos émissions de carbone. Donc on a engagé, on va dire, un plan de transition énergétique. On a commencé en 2021 avec le remplacement des utilités froid, process froid, avec un partenaire qui s'appelle Closure. Donc on a installé une nouvelle production de froid munie d'une récupération de chaleur. Et ensuite, on a continué donc en 2022 avec des panneaux solaires, production solaire. Donc je vais laisser Marco nous en parler sur toute la partie solaire. Merci. Bonjour. Oui, bonjour. Donc, oui, les panneaux solaires à Chef Dupont ont été installés et mis en service donc, en 2023 déjà, enfin 2024 même. Aujourd'hui, nous avions un objectif de 10% de consommation sur le site. On l'a atteint, dépassé. On a même des journées, on arrive à 30%, donc c'est génial. La deuxième phase pour Chef Dupont, c'est l'installation de notre nouvelle chaudière. Donc, mise en service fin avril, début mai de cette année. D'une chaudière qui consomme moins. Qui ne fonctionnera que si on la couple bien sûr à une pompe à chaleur, hein, c'est le but, de pouvoir récupérer les moins de calories de tous nos équipements, notamment les compresseurs, l'installation ammoniac qui a été installée en 2021. Donc le fait de pouvoir récupérer toutes ces calories-là va pouvoir nous permettre de maîtriser notre process. Tout ça fonctionne aussi avec un pilotage et une maîtrise de nos énergies. Donc bien sûr, il y a des compteurs installés un peu partout dans l'usine. Il y aura une petite supervision qui nous va permettre exactement de piloter au plus près notre consommation. Ok, très bien, merci. Donc vraiment un projet global sur le site. Mais la coopérative, c'est pas que le site de Chef Dupont, c'est aussi le site d'Isigny-sur-Mer. Et du coup, quel est votre plan, si on peut prendre un peu plus de recul, plan de décarbonation ou démarche de décarbonation à l'échelle coopérative sur les deux sites? Ce qu'il faut savoir, c'est que la coopérative, bon, elle n'a pas attendu, on va dire, les derniers événements. Déjà, dès 2008, on a installé une chaudière biomasse qui nous permet de produire de la vapeur à partir du bois local. Donc, à l'heure actuelle, cette chaudière est toujours en activité. Elle nous permet de produire un peu plus de 40% de la consommation du site via le bois. Donc, c'était déjà un premier gros pas en avant que nous avions fait en 2008. Et puis, on a continué la démarche. Dernièrement, enfin, on a lancé en 2022, on a relancé un plan Easy Watt. C'est un plan d'investissement sur 3 ans, avec 8,5 millions d'euros d'investissement prévus sur les 3 années. Et donc ce plan, il nous permet, on s'est fixé des objectifs, c'était moins 30% de carbone en 2030 et moins 30% de consommation d'eau en 2030. Donc voilà, sur la partie eau, à date, on est déjà à moins 20% de consommation d'eau. Donc on a un travail conséquent qui est fait aussi sur la partie consommation d'eau. Et sur la partie carbone, donc là, on a le premier pilier qui va être le site de Chef Dupont avec les moins 50% visés, on va dire fin d'année, début d'année 2026. Et puis derrière, on va continuer la démarche avec d'autres projets sur le site d'Isigny. La coopérative, elle est
elle ne se focalise pas uniquement sur les outils de production. On est aussi engagé, tout à l'heure on parlait de Scope 2, Scope 3, on est aussi engagé, le fait d'être une coopérative, avec nos producteurs. À date, 85% de nos producteurs ont suivi l'audit CAP 2ER afin de quantifier le carbone généré à l'amont de notre site de production. L'objectif, c'est d'être à 100% à la fin de l'année. Et déjà, on est en dessous de la moyenne nationale, donc on est déjà fiers aussi de ce point-là. Donc on continue le développement par rapport à ce point-là. Donc il y a une démarche globale qui englobe justement tout l'écosystème autour de la coopérative. Donc bravo et puis merci de nous partager ça. Et maintenant, si on regarde demain, voilà, quelles sont les grandes étapes ou peut-être les projets que vous avez ou les jalons que vous allez avoir justement concernant la décarbonation? Alors, toute la politique, ça a été aussi voilà, la meilleure énergie, ça paraît peut-être logique, mais la meilleure énergie, c'est celle qu'on ne consomme pas. On a appliqué ce modèle-là sur toute notre démarche, parce qu'effectivement, avoir les plus beaux outils de production du monde, énergétiques, c'est bien, mais ce qu'il faut surtout, c'est essayer de traiter le problème à la source, à la racine, à la fois sur l'eau et à la fois sur le carbone. On a beaucoup travaillé sur les économies d'énergie et économies d'eau. Et dans les démarches que l'on a entamées, donc on a encore des installations qui vont être mises en place. Donc en avril, des pompes à chaleur sur le site d'Isigny, donc 600 kW. Pour janvier 2026, on a 2 MW qui vont être installés aussi de pompes à chaleur avec de la récupération de chaleur fatale sur le site d'Isigny. On continue la démarche auprès de nos agriculteurs. Nous, on est dans le bocage, donc on accompagne nos agriculteurs à la replantation, à l'entretien et au maintien des haies. Donc on est dans une démarche globale au niveau de nos producteurs. Et on a aussi, on commence là, on a fait des essais dernièrement justement sur du transport électrique. Donc effectivement, bon, c'est une très belle avancée. On le voit, on va plutôt le réserver à l'heure actuelle à de l'inter-usine. On a 2 sites de production. Donc on peut se permettre, du coup, du fait de l'autonomie de l'électrique, de travailler en premier lieu, bien entendu, c'est un premier pas en avant sur l'intercité, c'est-à-dire la collecte, le transfert inter-usine via l'électrique, voilà, dans les grandes démarches. Les 2 usines qui sont situées à peu près 20 minutes Oui, il y a 20 minutes, donc justement, ça nous paraît être un bon démarrage, un beau projet. Donc on a réalisé les premiers essais, ça semble concluant, et donc on va certainement investir prochainement. Voilà. Parce que vous possédez, oui, votre flotte pour la collecte. Oui, on est autonome en collecte, on a notre propre flotte. Alors effectivement, pour l'instant, une partie, elle est carbonée, mais elle fait partie aussi de nos réflexions. Et l'on souhaite, on va dire, faire une première étape avec cette navette intersite. Voilà. Très bien, parfait. On a encore un petit peu de temps. J'ai une petite dernière question là qui arrive comme ça. C'est votre mix produit évolue aussi. C'est-à-dire, au fil des années, vous avez plusieurs productions. Comment aussi vous accompagnez ce changement en termes de consommation ou pour anticiper, on va dire, les consommations sur votre changement de mix produit, notamment sur du séchage ou voilà. Comment vous abordez ça? Donc, la coopérative, c'est à peu près 60% de l'activité qui est focalisée sur la poudre. Le reste, c'est le secteur frais. Nous, on le voit bien, on va dire, sur la plus grosse consommation énergétique, c'est effectivement la poudre de lait et le séchage. Et donc là, on est en train de travailler aussi sur les process, en remplacement et rénovation de process qui sont énergivores. Dorénavant, on a de nouvelles technologies. On n'est pas forcément, à l'époque, la vapeur permettait de tout faire. C'est-à-dire, même pour des boucles à 30 degrés, on utilisait de la vapeur. L'objectif, c'est que toute température inférieure à 80 degrés sur le site sera produite à partir de récupération de chaleur fatale et à partir d'eau chaude. Voilà. Limiter au maximum les consommations de vapeur, donc de gaz. Bon, nous, on a la chance, on a le bois aussi, mais voilà, l'objectif, il est bien là. Okay. Parfait. Félicitations encore pour ce prix. Merci. Voilà, on peut les applaudir. On va en profiter pour faire une petite photo, si vous voulez bien. Faire une photo. Oui, nous pouvons. Oui, tout à fait. Donc nous pouvons encore. Super les applaudissements. En fait, je me permets de gagner la scène. Continuez vos photos, s'il vous plaît.
on va en profiter pour remercier voilà, nos partenaires et ceux qui nous accompagnent dans l'élaboration de ce concours. Donc tout d'abord EDF, mais aussi nos soutiens, l'ABEA, l'AREA, l'IGERIA, BDI aussi. Qui est devenu l'AREA Pays de la Loire. Pardon. L'AREA Pays de la Loire et Normandie. Et puis toutes les équipes aussi Hello Press qui permettent la réalisation de ce concours. Les équipes de JL Events aussi. Et puis merci aussi à vous d'être venus assister à cette remise de trophées et puis aussi à la table ronde qui a précédé. Donc on vous souhaite une excellente journée. Il reste encore plein de choses à découvrir sur le salon, notamment une belle intervention, je crois, qui va intéresser les gens avec je peux dire une vedette, je sais pas. Allons-y. Au fait, est-ce que vous voulez faire à ma place? Donc là, allez-y. Non, je veux bien la réponse. Ah non, mais c'était bien, Christophe. Je laisse les professionnels, ça vous. Je préfère que ça soit vous. J'entends même dans mon oreillette, si vous voulez bien. C'est noté là, 14h. Je vous laisse faire, Christophe. Alors, à 14h, il y a le chef étoilier Pierre Gagnère qui va faire une intervention ici sur l'Agora. Donc, vous pouvez venir y assister. Ça va être très, très intéressant. Exactement, ça sera une interview. Je suis vraiment très honorée et très heureuse de le recevoir pour cette interview. Et je vous invite très nombreux et nombreuses à venir assister à 14h. Merci beaucoup. On peut les applaudir très chaleureusement encore une fois. Et rendez-vous à 14h. Bon appétit.